On a souvent tendance à prendre les droits de l'homme pour acquis, n'est-ce pas? Mais s'est-on déjà vraiment demandé d'où venait cette idée? Parce que non, ce n'est pas tombé du ciel. C'est le résultat d'une histoire longue, complexe et absolument fascinante. Alors aujourd'hui, on va remonter le temps, ensemble, pour retrouver les premières étincelles qui ont fini par allumer le grand feu de nos libertés modernes. Alors, la grande question, qui a eu cette idée en premier? À quel moment de l'histoire quelqu'un s'est levé et a dit « Attendez une minute, chaque être humain a des droits fondamentaux ». C'est ce qu'on va essayer de découvrir, un peu comme des détectives de l'histoire, en suivant les pistes laissées par les penseurs du passé. Voici notre feuille de route. On va commencer notre voyage dans l'ancien empire perse, où l'on entend un tout premier murmure. Ensuite, direction la Grèce antique pour assister à la naissance d'une étincelle humaniste. Puis, on verra comment les grandes religions monothéistes ont posé un socle universel avant de finir en apothéose avec l'explosion intellectuelle du siècle des Lumières. Allez, c'est parti. Première escale, donc, le monde antique. C'est là, il y a des milliers d'années, que l'idée de droit commence, pour la toute première fois à prendre une forme concrète, une forme politique. Regardez bien cet objet. Ça peut ressembler à un simple morceau d'argile, mais c'est bien plus que ça. C'est le cylindre de Cyrus. Il a plus de 2500 ans. Il faut bien se remettre dans le contexte. On est dans un monde de conquête, de violence, et ce texte, c'est une véritable anomalie. C'est, à notre connaissance, la toute première trace écrite de ce qu'on pourrait appeler des droits humains. C'est juste incroyable. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit dessus? Eh bien, des choses qui nous paraissent presque banales aujourd'hui, mais qui étaient totalement révolutionnaires pour l'époque. Cyrus le Grand, après sa conquête, il garantit la liberté de religion pour tous les peuples soumis. Il proclame la protection de la liberté et de la propriété. Imaginez le choc, c'est la première fois que de tels principes sont gravés dans la pierre, ou plutôt dans l'argile. On quitte la Perse pour la Grèce antique. Et là, l'idée va venir d'ailleurs. Pas de la politique, mais de la poésie. Pensez à cette scène incroyable de l'Iliade. Achille, le guerrier ultime, rend le corps de son pire ennemi, Hector, à son vieux père Priam. Pourquoi? Il n'y est pas obligé. Il le fait parce qu'il reconnaît, dans la douleur de ce père, sa propre humanité. Ce geste de compassion, c'est la naissance de l'idée d'une dignité partagée qui nous unit tous, même nos ennemis. Mais attention, il faut faire une distinction super importante. La liberté pour les Grecs, ce n'est pas du tout la même chose que pour nous. Pour eux, c'était un droit collectif, le droit de participer à la vie politique de la cité. Notre vision moderne, elle, est centrée sur l'individu. C'est le droit d'être protégé contre le pouvoir, d'avoir sa propre sphère de liberté. Ce passage du collectif à l'individuel, c'est un changement de perspective qui est absolument fondamental. Allez, on avance dans le temps. On passe maintenant à notre deuxième grande source d'inspiration, la façon dont les religions monothéistes ont, elles aussi, apporté une pierre essentielle à l'édifice. L'idée qui va émerger du monothéisme est d'une simplicité redoutable, mais c'est une bombe intellectuelle. S'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé toute l'humanité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vient tous du même endroit, et donc qu'on est tous fondamentalement égaux à ses yeux. Cette vision universelle, au-delà des clans, des tribus, des cités, c'est une contribution majeure. Et cette idée, au départ religieuse, va avoir des conséquences politiques absolument énormes. Parce que si tous les êtres humains sont égaux devant une autorité suprême, alors aucun pouvoir sur Terre, que ce soit un roi ou un empereur, ne peut se prétendre absolu. Il y a maintenant une limite morale, une loi supérieure qui dit au pouvoir « Stop, tu ne peux pas tout faire ». Et nous voilà arrivés au moment charnière, la grande fournaise intellectuelle des XVIIe et XVIIIe siècles. C'est là que toutes ces idées qui germaient depuis des siècles vont finalement converger, s'assembler et être théorisées pour de bon. Et le premier grand architecte de cette nouvelle façon de penser, c'est lui, Hugo Grotius. Ce juriste va s'attaquer à la pire chose qui soit, la guerre, et il va se poser une question folle pour l'époque. N'y aurait-il pas des règles, des droits qui s'appliquent même au milieu du chaos le plus total? C'est le tout début du droit international moderne. Et pour construire toute sa théorie, Grotius va s'appuyer sur un concept philosophique qui va absolument tout changer. C'est vraiment le cœur du réacteur de notre idée moderne des droits, le droit naturel. Ok, alors c'est quoi la différence? C'est simple. Le droit positif, ce sont les lois écrites par les hommes. Le code de la route, les impôts, tout ça. Ça change d'un pays à l'autre. Mais le droit naturel, c'est tout autre chose. C'est l'idée qu'il existe des droits supérieurs, qui ne sont écrits dans aucun code, mais qu'on possède juste parce qu'on est humain. La dignité, par exemple. Et ces droits-là, aucun gouvernement ne devrait avoir le pouvoir d'y toucher. Grotius a donc ouvert la voie. Mais après lui, c'est un véritable débat philosophique qui s'engage. Pour Hobbes, le droit le plus sacré, c'est la sécurité. Locke, lui, va défendre le fameux trio, liberté, vie et propriété. Rousseau, de son côté, mettra l'égalité au-dessus de tout, tandis que Voltaire se battra corps et âme pour la liberté d'expression.
Chacun va apporter sa pièce au puzzle. Bon, après ce long voyage, de la Perse antique au Salon des Lumières, on arrive à une synthèse. On peut résumer notre conception moderne des droits de l'homme en 5 principes, 5 caractéristiques essentielles. Le premier, et c'est peut-être le plus important, l'universalité. Ça veut dire que ces droits sont pour tout le monde. Peu importe où l'on est, la couleur de notre peau, notre religion ou nos opinions, c'est un héritage commun à toute l'humanité. Deuxièmement, la dignité. Ça fait directement écho à ce geste d'Achille. Un être humain n'est pas un objet, ce n'est pas un outil, il a une valeur intrinsèque, une valeur en lui-même, qui doit être respectée. Troisième principe, l'individualité. Et ça, c'est un changement majeur. L'individu passe avant le groupe. On est responsable de ses propres actes et on ne peut pas être jugé en fonction de sa famille, de sa communauté ou de son peuple. C'est la naissance de la responsabilité individuelle. Quatrièmement, bien sûr, la liberté. Les droits de l'homme sont avant tout un bouclier. Ils créent une sorte de sphère protégée autour de chaque personne, une zone où l'État n'a pas le droit de s'immiscer. Et enfin, le 5e principe, la conclusion logique de tout le reste, l'inaliénabilité. C'est un mot un peu barbare pour dire quelque chose de très simple. Comme ces droits font partie de notre nature d'être humain, personne ne peut nous les enlever. On ne peut même pas y renoncer soi-même. Ils font partie de nous. Un point, c'est tout. Voilà le parcours. De la tablette d'argile de Cyrus aux écrits des Lumières, il aura fallu des millénaires pour forger ces principes. Mais la vraie question, c'est maintenant. Est-ce que ce combat est terminé? Est-ce que ces idées sont acquises pour toujours, gravées dans le marbre? Ou est-ce que leur histoire continue, encore et toujours, de s'écrire sous nos yeux?